Donc aujourd'hui, je me trouve en présence de Yann Sénéchal. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur de votreconseiller.net et également du fameux podcast de Yann et Frank sur YouTube. Et donc, aujourd'hui, on est ici pour parler de l'inflation et des problèmes que ça engendre et également s'il y a une possibilité de contrer le tout. Donc, bonjour Yann, comment allez-vous? Ah, ça va bien, toi? Ça va super bien. Donc, est-ce que, premièrement, pouvez-vous nous expliquer un peu de où est partie toute cette inflation-là qu'on voit en ce moment? Bien, c'est définitivement un problème qui est toujours monétaire, l'inflation. La plupart des gens vont mettre ça sur le dos présentement de l'Ukraine. Le conflit en Ukraine, on va dire c'est le prix du pétrole, on va dire c'est les gouvernements, peu importe. La vraie raison, c'est toujours un problème monétaire. Donc, on a tout simplement imprimé beaucoup d'argent. Les autorités au niveau des banques centrales étaient un peu dans de drôles de positions avec la pandémie. On se disait, on a une crise sanitaire, est-ce qu'on peut se permettre une crise économique en même temps? La réponse était non de leur côté. Donc, on voulait sauver l'économie à tout prix. Donc, on sait qu'est-ce qui est arrivé. On a fermé l'économie, on ne consommait plus comme consommateur. Et on a baissé les taux d'intérêt énormément. On a décidé de faire des déficits monstres au niveau des gouvernements. Ces déficits-là ont été financés grâce aux banques centrales. Donc, on a émis des obligations, mais ces obligations-là étaient immédiatement retirées du marché financier pour aller directement sur le bilan de la Banque centrale. Donc, les taux d'intérêt ont pu rester très, très, très bas pendant ce temps-là, malgré le fait que le gouvernement faisait des immenses déficits. Et on s'est ramassé dans une situation où est-ce que les banques centrales ne savaient pas trop si leurs mesures étaient trop intenses ou pas. Parce que, veux pas, on n'était pas capable de consommer, on n'était pas capable de dépenser, l'économie était complètement fermée. Et après ça, on a vu ce qui est arrivé avec les chaînes de production. Ça a pris beaucoup de temps avant de revenir à la normale et ce n'est pas encore revenu à la normale complètement. On a encore beaucoup de difficultés d'approvisionnement, surtout avec les produits outre-mer. Donc, on est vraiment dans une position où est-ce qu'il y avait une difficulté pour eux à savoir s'ils en avaient trop fait. Là, aujourd'hui, on commence à savoir, oui, ils en ont trop fait. Ils ont imprimé trop d'argent, ils ont été trop généreux dans les programmes gouvernementaux, ils ont dépensé trop d'argent carrément. Puis on peut pas être surpris de ça. On a payé des gens à rien faire, là. Les gens étaient à la maison et recevaient de l'argent. Les entreprises avaient jusqu'à 75% de leur masse salariale qui était financée par l'État. Donc, c'était quand même quelque chose de spectaculaire. Les faillites ont baissé pendant la pandémie. Ça, c'est ce qui a surpris beaucoup les gens. On s'attendait, les entreprises vont fermer définitivement, on va avoir des difficultés financières. Mais le gouvernement a fait tellement pleuvoir beaucoup d'argent qu'on s'est ramassé dans une position où est-ce que les entreprises ont pu rester ouvertes, même s'ils étaient inefficaces ou ils étaient près de la faillite, par exemple, avant la pandémie. Donc, il y a eu moins de faillites que d'habitude. Fait qu'on s'est vraiment ramassé dans une situation où est-ce qu'on a donné trop d'argent, on a imprimé trop d'argent, et ça l'a créé ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est l'inflation. Les gens, ils pensent que les salaires vont augmenter, ça va aider à contrer ça. Éventuellement, les entreprises vont peut-être faire un peu moins de profit, ça va aider à contrer ça. Mais la réalité, c'est que si on veut combattre ce phénomène-là d'inflation, il y a une façon, les hausses de taux d'intérêt et d'arrêter cette impression-là d'argent. Ce que le gouvernement a fait, en fait, ce que la Banque centrale a fait, mais on commence à en vivre les impacts. Parce que les gens ont vu, la première chose qui est apparue, c'est l'inflation au niveau de l'épicerie, par exemple. Parce que ça l'a roulé tout le long de la pandémie. Fait que c'était normal que ce soit là que ça sorte en premier. Après ça, on a vu les véhicules usagés, l'essence, évidemment. Là, avec la guerre en Ukraine, ça l'a amplifié tout ça. On s'est ramassé dans une position vraiment où est-ce que ça devenait hors de contrôle. Mais malgré tout, les gens n'avaient rien vu encore. Parce que l'inflation n'avaient pas touché tous les aspects de leur vie. Avec les hausses de taux d'intérêt qui se passent présentement, ça va commencer à toucher maintenant les loyers, ça va commencer à toucher les paiements hypothécaires des gens. Et ça, c'est des gros postes budgétaires pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, les impacts vont commencer à être beaucoup plus grands. Et un poste qui n'a pas été touché encore, qui va finir par être touché également, c'est le gouvernement, les taxes, les impôts. Les gouvernements sont encore en train de faire des déficits qui sont très élevés. Et généralement, on les connaît, ils ont beaucoup de difficultés à résorber leur déficit en réduisant les dépenses. Ils préfèrent augmenter les revenus. Et si le gouvernement décide d'aller de l'avant vers des hausses de taxes et impôts dans le futur pour régler ces problèmes de déficit, ben on va se ramasser avec un autre poste budgétaire important de monsieur et madame tout le monde qui va être touché, et celui des taxes et des impôts, qui, en passant, est le poste budgétaire le plus important dans votre budget. Quelles sont les majeures conséquences qui vont découler, là?
Bien, le prix de tous les biens et services en général a commencé à augmenter. Ça, c'est la première phase du cycle inflationniste. Les profits des entreprises qui vendent ces biens et services-là, évidemment, augmentent assez rapidement dans ce temps-là. Les gouvernements, les revenus de taxes et impôts augmentent assez rapidement également de leur côté. Donc, on est dans une phase qui est un petit peu euphorique de leur côté. Mais on le voit avec le phénomène de la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit. L'autre conséquence, c'est que là, les entreprises commencent à avoir de la difficulté avec leur personnel. Leur personnel commence à avoir des difficultés financières aussi. Donc, il peut avoir potentiellement une pression à la hausse sur les salaires. Et si les salaires augmentent, réduction des marges de profit, éventuellement, on ne veut pas trop ça du côté des entreprises, donc on va augmenter les coûts des produits et services qu'on vend, qui va amener des hausses de salaire, qui va amener une augmentation des coûts et des... Vous voyez un peu, c'est pour ça qu'on appelle ça une spirale inflationniste. C'est un peu un cercle vicieux. Ça tourne, ça tourne. C'est les salaires qui augmentent, les dépenses, les salaires, les dépenses. Ce qui met fin à ça, généralement, c'est souvent une récession, malheureusement. Parce que si les banques centrales ont eu de la difficulté à aider l'économie au juste milieu, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, on s'en rend compte avec l'inflation qu'on vit aujourd'hui, ben, ils vont aussi probablement freiner l'inflation d'une manière un peu trop drastique. Donc, ils risquent d'augmenter les taux d'intérêt un peu trop que ce que l'économie est réellement capable de supporter, qui pourrait causer une récession carrément. Est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est dans 3 ans? C'est dur à dire. On sait une chose par contre, avec le niveau d'endettement des Canadiens présentement qui est extrêmement élevé, puis on parle des ménages vraiment, on n'aura pas besoin de taux d'intérêt de 10 ou de 20 comme on a déjà vu pour mettre un frein à la spirale inflationniste. Est-ce que la bonne réponse est à 5 Est-ce que la bonne réponse est à 6 c'est dur à dire, mais on sait qu'on n'aura pas besoin de se rendre à 10 parce que faites juste y penser. Les gens qui viennent d'acheter une maison de 500 000 par exemple, qui ont mis 400 000 en hypothèque, 10 d'intérêt sur une hypothèque, c'est 40 000 par année de paiement hypothécaire. Donc, on sait tout de suite que ça ne fonctionnera pas au niveau du salaire actuel des gens. Fait que c'est vers là qu'on s'en va. C'est pas la même spirale inflationniste qu'au début des années 80 où est-ce que là, il a fallu augmenter les taux d'intérêt à 20 pour que ça l'arrête, parce qu'on avait vraiment exagéré à ce moment-là. Sauf qu'on travaillait aussi avec des hypothèques de quoi? De 25 000, de 30 000, de 40 000 à l'époque. Là, on a des hypothèques qui sont beaucoup plus grosses au Canada. Surtout quand on voit à Vancouver, à Toronto, c'est encore pire. On se ramasse vraiment dans une situation où est-ce que ça va être un très grand défi pour la population canadienne. Parce qu'on voit que les gens, en ce moment, ne voient pas qu'est-ce qui se passe. On voit que les gens sortent beaucoup, vont dans les restaurants, dépensent énormément. Et est-ce qu'il y a aussi peut-être de l'inflation cachée qu'on ne voit pas nécessairement? Bien, il y a plusieurs personnes qui avancent ça, qu'on ne calculerait pas nécessairement l'inflation de la bonne façon. J'ai jamais trop embarqué là-dedans parce qu'il y a toutes sortes de mesures d'inflation. Ça dépend toujours du panier réellement de services et de produits qu'on mesure réellement. Monsieur, madame, tout le monde, ils ne consomment pas tous la même chose. Donc, on vit peut-être un peu plus d'inflation du point de vue des véhicules automobiles que ceux qui font du transport en commun, par exemple, des choses comme ça. Mais la réalité, c'est la suivante, c'est que peu importe la mesure d'inflation qu'on regarde, quand on est dans les zones de 6, 7, 8 comme on serait présentement, c'est des zones qui sont beaucoup trop élevées. Les gens sont choqués de ça, ils ont de la difficulté à faire leur budget d'une manière efficace. Les produits plus volatiles comme l'épicerie, des produits de consommation de base récurrents, les gens trouvent ça difficile à acheter, donc il y a des décisions qui doivent être prises au niveau de la famille. Et on se ramasse assez vite dans une situation où est-ce qu'il faut commencer à regarder pour un autre travail à temps partiel ou d'augmenter ses heures au point de vue de l'employeur pour essayer de combler les problèmes parce que la solution d'en mettre un peu plus sa carte de crédit ou des choses comme ça, c'est pas viable à long terme. Fait que les familles, c'est la raison pourquoi de l'inflation de ce niveau-là, jamais on aime ça et souvent, on en fait payer le prix aux politiciens. Malheureusement, on n'est pas encore tout à fait là. C'est la prochaine phase qui s'en vient. Mais cette frustration-là est en train de grossir dans la population générale. Et la seule façon d'y arriver pour mettre fin à ça, c'est pas d'envoyer des chèques comme on a vu François Legault proposer. Là, on envoie des chèques de 500$ quand les gens sont pas contents. C'est pas ça une solution pour l'inflation. La solution pour l'inflation, c'est des hausses de taux d'intérêt, c'est d'arrêter d'imprimer de l'argent au niveau de la Banque centrale. Et ça a des conséquences sur le financement des gens, sur leur crédit. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau individuel? C'est plus là que la game se joue. Parce qu'il y a des gens qui vont être des gagnants de l'inflation. Je m'en cache pas, j'en suis un gagnant de l'inflation. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'épargne, peu d'endettement. Donc, les gens qui ont de l'épargne, généralement, c'est bon pour eux, l'inflation. Ils sont capables d'avoir des meilleurs taux d'intérêt, des meilleurs rendements sur leurs investissements. Je fais souvent l'exemple de dire...
Si le prix du pétrole monte, oui, c'est plate quand tu tanques ton char, mais si tu as des actions de compagnie pétrolière, ça se peut que tu aies du plaisir aussi. Là. La même chose avec l'épicerie. C'est plate de payer son épicerie plus cher, mais si tu possèdes des actions de Loblaw, par exemple, ou de Métro, ou peu importe, bien, généralement, tu vas reprendre une partie de tes pertes de ce côté-là. Mais la personne qui est extrêmement endettée, qui n'a pas cette marge de manœuvre-là et qui n'a pas d'épargne, va avoir beaucoup plus de difficultés que quelqu'un qui a de l'épargne, justement. C'est pour ça qu'au niveau individuel, même si on est au début de ce cycle inflationniste-là, on ne sait pas combien de temps il va durer, on ne sait pas jusqu'à quelle ampleur il va avoir, si les gens peuvent faire attention un peu plus, vers quoi je les dirigerais, c'est d'attaquer leur endettement. Tout ce qui a des taux d'intérêt élevés, attaquer ça le plus possible, baisser la portion de cet endettement-là dans votre bilan financier. C'est ce qui va vous aider à respirer puis à absorber les mauvais coups de l'inflation parce qu'on va avoir besoin d'une marge de manœuvre. Les salaires des gens s'ajustent avec l'inflation, mais pas aussi rapidement que les dépenses. Fait que c'est ça la game qui va enlever beaucoup de pression à une famille. Quelle marge de manœuvre on a? Est-ce qu'on a une capacité d'épargne? Est-ce qu'on a une marge de manœuvre? Si on n'en a pas, on arrive tout de suite dans une situation qui est très stressante, qui peut briser des couples, carrément, puis qui va créer beaucoup, beaucoup de tensions au niveau familial. Là. Justement, vous parliez d'options, de choses à faire pour contrer. Est-ce qu'il y a des petits gestes de tous les jours ou en général que les gens peuvent faire pour justement faire en sorte de ne pas tomber dans cet endettement-là là, infernal? Bien, probablement qu'il y a beaucoup de gens qui le font déjà. Dans le sens que c'est des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas généralisées, mais que chacun le fait un peu à sa façon. Donc, si on avait comme habitude, par exemple, de prendre un café Starbucks à chaque matin avant d'aller travailler, ça se peut que le café Starbucks disparaisse. Puis, oups, on vient de sauver 20$ dans la semaine. Ce 20$, il est allé où? Ben, il est allé sur le taux variable de l'hypothèque, probablement. Fait que c'est toutes des petites décisions de même qui sont prises par plusieurs individus qui font que, dans l'agrégat, quand on met tout le monde ensemble, on se rend compte que les gens vont changer leurs habitudes. Évidemment, il y a des habitudes qui sont plus dures à changer que d'autres. On se fait souvent casser les oreilles, par exemple, avec les véhicules automobiles. Ben oui, l'essence coûte cher, mais tu as juste à t'acheter un char électrique. Bien, si vous avez regardé les véhicules électriques, les listes d'attente, souvent, ça peut être de 8 mois, de 12 mois présentement. Donc, ce n'est pas nécessairement une solution qui est viable très rapidement. Mais les petites choses comme ça, amener un petit peu plus souvent son lunch au travail, c'est des choses qu'on va regarder, mais ça va avoir un impact sur la restauration. Les restaurateurs vont avoir plus de difficultés sur l'heure du midi à avoir des clients. Donc, l'économie, c'est jamais, je dis souvent, c'est pas une switch on-off. C'est jamais quelque chose, OK, là maintenant, on a frappé un mur, voici ce qui se passe. C'est monsieur, madame, tout le monde, chacun dans son coin qui prend ses propres décisions. Mais quand on arrive puis on le prend, la vision de tout ça avec du recul, avec un peu plus, un certain lag, quelques mois en arrière, on dit, ah, les gens, à partir de ce moment-là, ont changé leur comportement. Quelque chose qu'on commence à voir aux États-Unis, puis tranquillement au Canada, ça en vient aussi. On avait une banque de candidatures, par exemple, sur le site Indeed. Indeed va mettre souvent leur banque de données à jour périodiquement pour dire combien il y a de postes ouverts présentement au Canada, aux États-Unis. Cette banque de candidatures-là est en forte croissance. Donc, pénurie de main-d'œuvre, on a de la misère à trouver des employés, donc il y a des postes qui ne sont pas comblés. On reste plus souvent affiché sur un site d'affichage comme Indeed. Mais ce qu'on observe, c'est que depuis le début avril, à peu près aux États-Unis, cette banque de candidatures-là est à la baisse. On est en train d'attaquer cette banque de candidatures-là tranquillement. Donc, on peut penser que les problèmes de main-d'œuvre ne sont pas réglés à court terme, mais qu'on est en voie de les régler tranquillement. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui prennent un deuxième travail ou des employeurs qui ont peut-être abandonné d'afficher des postes ou des choses comme ça. Mais il y a une tendance à régler tranquillement ce problème-là de l'emploi. Sauf que c'est long. Ça prend des mois, ça prend des semaines, des mois, des années même à régler ces problèmes-là. Et c'est pour ça qu'on voit nos banques centrales être très, très, très agressives déjà, parce qu'ils sentent la soupe chaude. Ils savent, puis on a juste à regarder la campagne de Pierre Poilievre, par exemple, au niveau fédéral. On se rend compte que Pierre est directement sur les sujets qui touchent directement les gens dans leur portefeuille, l'épicerie, les maisons, l'essence. C'est tous des sujets qui touchent les gens réellement. Et il comprend très bien, je pense, que cette inflation-là ne peut pas être supportée à très long terme. Et la pression qui est mise sur la Banque centrale par M. Poilievre n'est pas anodine. C'est parce qu'il a identifié clairement qu'est-ce qui pourrait aider
à régler le problème, c'est effectivement les banques centrales qui doivent être plus agressives pour contrer l'inflation. Et présentement, depuis, dans toute ma carrière dans le monde de la finance, j'ai jamais vu les banques centrales aussi agressives que ça pour resserrer la politique monétaire. C'est la première fois qu'on les voit aussi agressives que ça. Et les gens un peu plus vieux que moi vont même dire que ça fait peut-être 40 ans qu'on n'a pas vu ça en réalité. Donc, ce qui se passe présentement au Canada et aux États-Unis, il faut dire, c'est sensiblement pareil. C'est relativement nouveau pour les jeunes. Mais les gens du baby boom l'ont déjà vécu. La génération d'après-guerre l'ont déjà vécu. Sauf qu'il y a quand même une grande différence. Il ne faut pas comparer les deux époques parce qu'à l'époque, justement, les prêts hypothécaires et l'endettement des ménages étaient beaucoup plus faibles. Présentement, on doit vivre avec un endettement des ménages très élevé et des taux d'intérêt qui vont définitivement augmenter. C'est tout un défi pour les Canadiens. Et dernier mot, hein? C'est toujours une question de responsabilité individuelle, ces affaires-là, dans le sens que les gens, des fois, c'est un peu frustrant de faire attention à son budget, de faire attention. Tu sais, c'est plate dépenser moins que ce qu'on gagne. Tous les gens en finance vont vous dire, faites attention, dépensez pas trop. Si tu gagnes 100 000, dépense-en pas 110. C'est facile à faire parce que le crédit est facile d'accès. Donc, ça a toujours été plate pour eux, surtout que souvent, on a l'impression qu'il y a des gens autour de nous qui vont dépenser autant que nous ou même plus que nous, pourtant salaire moindre ou égal. Donc, on a l'impression que les écureuils, dans les dernières années, avaient de la difficulté à s'offrir un rythme de vie égal à leurs comparses. Et ça s'apprête à changer tranquillement. Je dirais que les écureuils vont finalement être récompensés, les cigales vont souffrir. Est-ce qu'on peut se réjouir de ça? Ben non, bien évidemment. Tout le monde comprend ça. Mais il est encore temps pour les cigales d'agir. Si vos finances ne sont pas en ordre présentement, rencontrez quelqu'un, faites quelque chose. Il faut mettre de l'ordre dans vos finances. La crise qui s'en vient, qui n'est pas nécessairement une crise économique, ça peut être une crise juste d'inflation, mais qui va mettre beaucoup de pression sur vos finances personnelles. Il y a de quoi faire encore. Il n'est pas trop tard. Il faut faire attention. Il faut contrôler nos ardeurs. Puis un peu comme tu disais, on a l'impression que les gens dépensent encore beaucoup quand même. C'est vrai. Il va falloir commencer à penser à arrêter éventuellement puis à faire un petit peu plus attention. Non, merci beaucoup d'avoir éclairé probablement une grande partie de la population qui vit avec beaucoup d'anxiété en ce moment par rapport à ce problème d'inflation-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce reportage avec Yann Sénéchal. C'était Alexandre pour Urban News. Donc, comme vous savez, la fête des pères se rapproche. Et donc, si vous avez un grand-père, un père ou même vous-même que vous voulez donner un cadeau pour la fête des pères, vous pouvez le faire à notre site web rebelnewsstore.com. Vous pouvez utiliser notre code DAD25, ça vous donne 25% off sur notre marchandise. Donc, allez sur rebelnewsstore.com.